Chapitre 7. La cuirasse de vertu. On peut analyser d'un certain point de vue les rencontres dans les tasses comme une interaction structurée découlant du besoin de contrôler l'information. Les signaux et les stratégies utilisées doivent à la fois écarter le non-initié dont l'intrusion constitue une menace et informer les partenaires potentiels qu'on est disposé à engager des rapports sexuels. Grâce au silence, les participants sont à l'abri de toute révélation concernant leur biographie. L'apparente banalité des lieux est la raison de leur choix car elle évite que les épouses, les employeurs et autres ne découvrent l'activité déviante. C'est précisément ce genre d'analyse en termes de jeu d'information à laquelle s'est livré Marvin Scott à propos des courses de chevaux. L'examen des différents types de participants montre que le contrôle de l'information représente une variable décisive pour ceux qui s'engagent dans une activité sexuelle déviante. Contrairement à ceux qui disposent de plus d'autonomie, les hommes mariés ayant une profession dépendante ont plus à craindre et moins à gagner de leur comportement clandestin, car ils manquent de moyens pour empêcher qu'il ne soit révélé. Les bisexuels, ainsi que les célibataires ayant une profession protégée, ont accès à des sources d'informations facilitant leur activité dans les toilettes. Le célibataire qui peut s'afficher dans le monde homosexuel n'a pas l'obsession du secret. Sa moralité est, dans la plupart des cas, déjà connue, du moins au sens où ses parents, clients et amis proches en sont déjà prévenus. Cela lui permet de mieux résister au discrédit. Même une arrestation, sans condamnation grave, pour outrage aux mœurs et la publicité qui l'accompagne, ne constituerait pas un désastre. Le degré de résistance renvoie à la capacité relative de chacun à supporter le choc lorsqu'il est découvert. Le célibataire qui s'affiche est mieux placé que les autres catégories de participants pour recevoir les informations lui indiquant le lieu propice pour se livrer en toute sécurité à la forme de déviance de son choix. Les réseaux d'information tissés au sein de la sous-culture déviante rendent plus facile et plus sûr le vol, l'usage de drogue, l'homosexualité et toute autre forme de déviance. Ainsi, le participant à la culture homosexuelle n'a pas besoin, comme le chercheur, de se livrer à des expéditions répétées ou à l'observation des traces matérielles pour découvrir le lieu de l'action. Au cours de toutes sortes de réunions d'homosexuels, il prend connaissance des lieux les plus courus en toute saison. Les mêmes sources lui permettront de connaître la présence de caméras et d'appâts cachés dans les toilettes qui pourraient entraîner une arrestation. De tous les participants, ce sont ceux qui peuvent être qualifiés d'homosexuels au sens propre à cette sous-culture qui sont les moins susceptibles d'être arrêtés. Le délinquant professionnel expérimenté et bien informé risque moins de tomber que l'amateur. Les propos de Tim, qui servit d'appât pour la police, montrent l'ironie de la situation. Enquêteur. Faisait-on de la publicité autour des arrestations? Tim. Non, ils gardaient ça pour eux. Il y avait une telle merde. Enquêteur. Les choses se savaient-elles dans les milieux gays? Tim. En fait, les milieux gays sont constitués de plus jeunes. Enquêteur. Dans les tasses, les hommes étaient-ils organisés en groupe ou quelque chose de ce genre? Ou y étaient-ils simplement à titre individuel? Tim. Oui, ceux qu'on arrêtait étaient des isolés qui étaient entrés dans un groupe ou des hommes d'affaires pour qui cela était impossible. Enquêteur. En raison de leur mariage ou quelque chose comme ça?
Tim. Oui, la plupart étaient mariés. Une fois apprises, les règles et les stratégies du jeu, ainsi que les autres moyens d'éviter les pièges et le scandale, constituent un savoir-faire dans les mains de l'acteur. La socialisation au sein de la culture déviante procure une réserve de défense et de possibilités d'adaptation indispensables pour transformer une routine en aventure. Cela inclut à la fois un savoir-faire et un capital. Ce que les gays ne détiennent pas en capital, ils le compensent par leur habileté. Les bisexuels sont susceptibles d'avoir une bonne provision des deux, une capacité acquise à conduire le jeu à leur avantage, tout en sachant se sortir d'un mauvais pas en utilisant l'argent ou le bluff. L'acteur déviant sera de plus en plus effrayé et désespéré quand sa profession et son statut matrimonial contribuent à amoindrir sa résistance, à restreindre sa réceptivité et à limiter son savoir-faire et son capital. Son comportement stigmatisé sera plus furtif et moins confortable. Ne pouvant contrôler l'information, menacés d'être découverts, les George et Arnold sont poursuivis de tasse en tasse par un double cauchemar, fuir la peur et poursuivre le plaisir. On pourrait s'attendre à ce que, face à une telle adversité et à des coûts si élevés, le mâle et la folle de pissotière se retirent entièrement du marché sexuel des toilettes publiques. Les données indiquent que c'est rarement le cas. On n'abandonne pas facilement les tasses. Deux méthodes au moins, pour minimiser les coûts, permettent de maintenir une marge de profit suffisante pour poursuivre une telle activité pendant des années. La première, présentée au chapitre 4, consiste à organiser l'action de telle sorte que chaque acteur révèle le moins possible de lui-même. La seconde est un procédé par lequel le déviant accroît sa résistance à la menace. Quand il ne dispose pas des caractéristiques socio-économiques et des informations nécessaires, il adopte une stratégie de contrôle de l'information, consistant à nier sa déviance pour mieux résister. Donald Ball, dans son analyse de la façon de se conduire de manière respectable, se réfère à cette sous-stratégie de dissimulation, consistant à égarer autrui. La technique de base consiste à faire état d'informations ou d'activités retenant suffisamment l'attention pour que l'exécutant puisse poursuivre d'autres activités sans qu'on s'en aperçoive. L'idée que l'on se fait des intentions de l'acteur conduit à interpréter cette façon d'égarer soit comme une méthode pour réussir à se dissimuler, soit comme une méthode pour soit comme une méthode pour améliorer sa résistance. L'expression dissimulation est néanmoins quelque peu péjorative et implique un certain degré de malhonnêteté ou de volonté de tromper que je souhaiterais éviter. L'accent mis par la psychanalyse sur les motivations inconscientes, façon de ne pas répondre à la question de l'intention, aboutit à une théorie de la formation des réactions, qui peut également fournir une forme de conceptualisation adaptée à la description de cette stratégie. Je ne suis guère plus convaincu de la nature inconsciente ou irrationnelle de cette méthode de contrôle de l'information que je ne le suis de son caractère de tromperie délibérée. Je propose donc d'orienter notre réflexion vers un vocabulaire et un mode de conceptualisation nouveau. Une étincelante respectabilité. Il faut une expression qui traduise le fait de se couvrir, l'idée d'un bouclier défensif pour écarter l'opprobre social. Ce phénomène comporte également un aspect positif. Ces hommes ont non seulement le souci d'éviter les ennuis, mais ils sont à la recherche d'une image sociale qui les présente
comme des citoyens respectables. Lorsqu'il peut entrer en contact avec le déviant caché, le chercheur comprend vite qu'il doit d'abord traverser un écran de convenance. Celui qui est facilement discrédité par un acte clandestin occasionnel l'est rarement en dehors de cette circonstance. Il ferme sa braguette et remet sa cravate avant de quitter la tasse et, en peu de temps, reprend son rôle de voisin respectable, homme d'intérieur et homme d'affaires. En l'absence d'une forme de conceptualisation plus appropriée, je suggère l'utilisation d'un passage de la Bible qui, ayant souffert d'une traduction fautive dans la version du roi Jacques, et par conséquent de toute une série de mauvais usages théologiques, pourrait trouver une meilleure utilisation en sociologie de la déviance. Je pense à l'extrait de l'Armure de Dieu, dont l'auteur de la lettre aux Éphésiens voudrait nous doter. La cuirasse de vertu, lettre aux Éphésiens 6,14. En revêtant cette cuirasse, le déviant caché dresse un bouclier de respectabilité. Son armure brille d'un tel éclat qu'elle tend à rendre aveugle à ses pratiques ceux qui la regardent. Dans la vie de tous les jours, il paraît aux autres non seulement normal, mais vertueux, l'exemple même de la bonne conduite et de la pensée droite. Sans doute est-il en train de réagir contre sa culpabilité en érigeant ce rempart défensif. Il n'en est pas moins également engagé dans la performance d'un rôle qui est partie intégrante de lui-même. Goffman remarque: Il n'y a pas de raison bien souvent pour affirmer que les faits en désaccord avec l'impression considérée constituent une réalité plus réelle que la réalité apparente qu'ils contredisent. Le délinquant caché peut se considérer comme un homme plus droit que le voisin, d'où son état de choc, son indignation et sa protestation incrédule lorsqu'il est découvert et discrédité. Fortement motivé par le fait qu'il mesure lui-même le caractère déshonorant de son comportement secret, le déviant se construit une façade convenable à l'excès. Son style de vie exprime dans les moindres détails la bienséance et le conformisme. Par ses façons d'être et ses goûts, en matière de religion et d'art, il s'efforce de compenser une résistance par ailleurs faible au risque de scandale. Note: Je remercie Irving Horowitz qui m'a suggéré que ce phénomène pourrait être mieux exprimé en termes de compensation. Les réponses aux questions concernant les problèmes sociaux et politiques constituent le meilleur révélateur et l'indice le plus visible de l'usage de cette cuirasse de vertu. Dès le début de l'analyse des entretiens, je construisis des indices pour chacun des 4 ensembles de problèmes sur lesquels je cherchais à obtenir des réponses. Mesures de réforme économique, pratiques policières, mouvements pour les droits civiques et guerre du Vietnam. À partir de ces indicateurs, je bâtis un indice mesurant le degré de libéralisme sous divers aspects, facilitant ainsi le classement des individus en fonction de leur score et permettant de les répartir en conservateurs, modérés ou libéraux. Les réponses aux 11 questions portant sur les problèmes sociaux et économiques firent apparaître les différences les plus frappantes que l'on ait observées entre l'échantillon de contrôle et l'échantillon des participants. Comme l'indique le tableau 7.1, les orientations vis-à-vis de ces problèmes diffèrent de façon très marquée d'une population à l'autre. Les homosexuels les plus conservateurs dans tous les domaines. Les homosexuels sont plus conservateurs dans tous les domaines. 16 d'entre eux sont rangés dans cette catégorie. 26 parmi les modérés et 7 seulement parmi les libéraux. Au sein de l'échantillon de contrôle,
4 individus peuvent être considérés comme conservateurs, 31 modérés et 15 libéraux. La valeur médiane de l'ensemble des scores réalisés à l'indice de libéralisme est de 14 pour les participants et de 20 pour les autres. La comparaison entre le score moyen de libéralisme atteint par chacun des types de participants et celui de leurs homologues issus de l'échantillon de contrôle permet d'évaluer le degré à partir duquel les premiers renforcent leur résistance en endossant cette cuirasse. Cette forme de compensation, ainsi que les moyens pour contrôler l'information, sont présentés au tableau 7.2. Le bisexuel et le gay ont peu ou pas besoin de cette cuirasse, et ne sont que légèrement plus conservateurs que leurs homologues de l'échantillon de contrôle. Afin d'établir quels facteurs sociaux pourraient expliquer ces différences d'indices entre les groupes très diversement représentés dans les échantillons, j'ai construit un certain nombre de tableaux croisés. Les variables statut économique, race, éducation, type de service militaire et religion ont été croisés avec l'indice de libéralisme pour chacun des deux échantillons. En raison du soin apporté à l'appariement des deux populations, peu de différences apparurent. Les seuls notables concernent l'âge, l'éducation et l'appartenance religieuse. Les hommes autour de la trentaine dominent dans l'échantillon de participants où les catholiques et les épiscopaliens sont surreprésentés. En revanche, les diplômés d'une licence sont 2 fois plus nombreux au sein de l'échantillon de contrôle. L'analyse des données ne permet pas d'établir que ces différences sociales expliquent complètement la disparité des opinions. Si, par exemple, le nombre relativement faible de diplômés du supérieur parmi les participants avait témoigné d'un degré de libéralisme identique à celui des membres de l'échantillon de contrôle de même niveau, cela aurait contribué à expliquer une partie des différences entre les deux populations. Mais aucun libéral ne se trouvait parmi les participants diplômés. En revanche, si la proportion de conservateurs parmi les catholiques ou celle des hommes âgés de 30 ans avait été la même dans les deux populations, on aurait pu attribuer les différences en matière d'opinion sociale à l'inégale représentation des âges et des religions au sein des deux échantillons. Une fois encore, cela ne tient pas. Aucun conservateur ne figure parmi les hommes normaux âgés de la trentaine, contre 8 parmi les participants du même âge. Et un seul catholique de l'échantillon de contrôle avait cette position. De telles précisions ne nous permettent pas de découvrir un quelconque facteur explicatif parmi les variables sociales considérées. Cela ne veut pas dire que l'âge, la race, l'éducation et la religion ne déterminent en rien les opinions des personnes interrogées. Convenons plutôt qu'une autre variable au moins contribue à déformer et à intensifier les effets des caractéristiques auxquelles on attribue habituellement un rôle en matière d'opinion publique et sociale. À propos du tableau 7.2, les scores attendus correspondent aux scores obtenus sur l'indice de divers aspects du libéralisme par les membres de l'échantillon de contrôle appareillé avec ces types. La crainte d'être libéral. En reprenant alors l'analyse des entretiens, j'ai acquis la conviction que la peur du scandale et de la stigmatisation fait l'effet d'une lentille à travers laquelle est filtrée
et déformer l'action des autres caractéristiques sociales. Ainsi, le conservatisme social se révèle comme le produit des rôles illégaux que jouent ces hommes dans les périodes clandestines de leur vie. Soit l'exemple de Marvin, un jeune noir d'environ 25 ans. Enquêteur. Avez-vous déjà participé à une marche en faveur des droits civiques, un piquet de grève ou d'autres manifestations de ce genre? Marvin. Écoutez, je suis noir et gai. N'est-ce pas chercher assez d'ennuis sans être mêlé aussi à cette affaire des droits civiques? Cet homme partage un appartement très coquet, bien que modeste, avec un célibataire de la même race. Il conduit une voiture peu voyante d'un modèle économique récent, mais bien entretenu. Il travaille 48 heures par semaine comme vendeur de vêtements pour hommes. À des questions portant sur ses activités et ses centres d'intérêt, il répond: Je me contente de travailler, aller à l'église, rentrer à la maison et d'aller au cinéma de temps en temps. Son souci de présenter une image sans tache affleure tout au long de l'entretien. Interrogé sur ses bons côtés, il répond: J'essaie de respecter les opinions des autres, et je reste dans mon coin pour ne pas avoir d'ennui. Sa vie sociale s'organise surtout autour de son église, d'une congrégation fondamentaliste, où il tient l'orgue à mi-temps. Il estime que sa participation mérite la note de 10 sur 10. Je suis à l'église à chaque fois que les portes sont ouvertes. Marvin ignore qui était son père. Sa mère s'est mariée plus tard à un manœuvre et l'a élevé dans le ghetto d'une grande ville. Elle a toujours été en mauvaise santé, et ses 2 autres enfants sont morts à la naissance. Marvin a quitté le lycée avant la fin des études secondaires. Vivre dans un quartier en déclin ne lui plaît pas. Il ne le trouve pas sûr. Alors que beaucoup de ceux dont il a partagé l'éducation ont été parmi les premiers candidats aux émeutes, Marvin a presque rempli les conditions requises pour être membre de la John Birch Society. Note: la John Birch Society est un mouvement de droite dure créé en 1958 pour s'opposer à l'infiltration communiste et protéger la libre entreprise. Quant au mouvement pour les droits civiques dans leur ensemble, il pense que cela a poussé les gens à commettre des actes criminels. Quand on lui demande si les citoyens doivent participer à des manifestations contre la guerre, sa réponse est: absolument pas. À l'indice de libéralisme qui va de 3 à 37 points, Marvin en obtient 13, soit 2 points de moins que la valeur médiane de l'échantillon de 50 individus dans laquelle il figure. On peut donc le ranger parmi les modérés, ses idées libérales en matière économique l'empêchant de compter parmi les conservateurs. Le noir qui est son homologue au sein de l'échantillon de contrôle avait été classé libéral avec un score de 28 points. Même si celui-ci a 30 ans de plus que Marvin, la méthode d'échantillonnage n'ayant pas permis qu'on ajuste l'âge, les 2 hommes présentent peu de différences dans leurs caractéristiques socio-économiques. Le libéral s'attribuait également 10 sur 10 en matière d'activité religieuse. Un blanc, un participant appartenant à la classe supérieure et qui, comme Marvin, faisait un score inférieur à la médiane de son groupe, manifestait la même crainte d'être découvert. Au cours d'un long entretien non directif, je lui demandai pourquoi il n'avait pas, comme d'autres membres de sa famille, d'activité politique. Avec mes activités clandestines, répondit-il, qui voudrait s'engager dans la politique?
il ne manquerait plus que d'avoir ma photo dans le journal ou de passer à la télévision. Interrogé sur son attitude envers les opposants à la guerre, un mâle répond: On devrait envoyer ces salopards là-bas. Ils verraient ce que c'est. Un pasteur, rentrant dans la même catégorie, déclare: Nous devrions apporter notre soutien sans réserve à ceux qui combattent le communisme athée. Il pense que les mouvements en faveur des droits civiques ont rendu les gens mécontents de ce que le Seigneur leur a donné. Dieu a fait les races différentes. Ce n'est pas notre affaire. Connaissant la menace permanente que fait peser la brigade des mœurs, j'attendais des participants l'expression d'un sentiment d'hostilité envers la police lorsque je les interrogeais sur ce sujet. Ce fut tout le contraire. Le pasteur cité plus haut pense que la police devrait être moins respectueuse des droits des citoyens. La brigade des mœurs, insiste-t-il, devrait être plus active. Cette corruption morale doit cesser. Une jeune, folle de pissotière, commentait ainsi l'action de la brigade des mœurs. Ils doivent être plus stricts. Je pourrais citer des tas d'endroits où ils devraient faire des descentes. On voit se dessiner le portrait des mâles et des folles. Les participants les plus susceptibles d'être arrêtés dans les tasses, en croisée de la morale, tant leur accord est unanime pour soutenir une action plus énergique de la brigade des mœurs. Ironie des choses, voilà qui suggère la possibilité d'un type d'entrepreneur de morale contribuant à sa propre stigmatisation. La tradition homosexuelle proclame qu'il y a une sorcière derrière chaque chasseur de sorcières. Ces données suggèrent non seulement la vérité qui se cache sous cette perception, mais elles révèlent également que le déviant est harcelé par une sorte de course aux armements moraux. Il est alors comme pris dans un cercle, contraint d'inventer de nouvelles stratégies de défense pour se protéger de la défaillance de ses propres armes. Il n'est pas nécessaire d'avoir recours à la psychanalyse pour découvrir la haine de soi qui se cache derrière une telle façon de se punir. Karl, une folle de pissotière que j'ai interrogée à plusieurs reprises, appartient à la John Birch Society. Ses parents sont des riches gens et bien élevés, qui ne l'ont jamais vraiment traité comme l'égal de son frère. Ils m'ont toujours jeté son exemple à la figure, et m'en voulaient beaucoup de ne pas être marié. Père m'a également reproché de ne pas être un athlète réputé. Ils ne m'ont jamais trouvé assez bien pour eux. Quoique de constitution chétive, c'est lui qui manifeste, au sein de l'échantillon, le plus grand intérêt pour l'athlétisme. Recherchant l'approbation de ses parents et voulant se conformer à leur représentation de la virilité, Karl s'est lancé dans le travail et le loisir, les études et l'orthodoxie religieuse avec une intensité nerveuse pleine de détermination. Son projet était de passer son adolescence dans une école militaire préparatoire, puis de s'engager dans les marines au moment de la guerre de Corée. Comme Mac, le personnage de la personnalité autoritaire, il manifeste une tendance à reporter son hostilité sur des groupes extérieurs. Note à personnalité autoritaire. Allusion bientôt précisée à l'ouvrage publié sous la direction de Théodore Adorno. Ce dernier, sociologue, philosophe et musicien d'origine allemande, dirigea aux États-Unis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale une vaste enquête pour comprendre les préjugés sociaux sur la base d'une mentalité conduisant au fascisme. Les marques de frustration, de punition et de persécution qu'on devait nier chez le père
étaient renvoyés aux groupes extérieurs qu'on pouvait haïr en toute quiétude, car ils n'étaient pas forts en réalité, et en toute bonne conscience, car les traits qu'on leur prêtait étaient condamnés par les autorités de son propre groupe. Karl parle des Noirs comme de ces maudits Éthiopiens et prétend qu'ils s'emparent du pays et de l'Église. Son conservatisme et son goût pour les tasses proviennent peut-être de la même origine psychologique. Il donne un seul point à son père sur une échelle de 6 degrés mesurant la chaleur des relations filiales. C'est dire leur froideur. Il en accorde 6 à sa mère. Par contre, père et mère reçoivent un point pour leur sévérité. En évoquant son enfance, il ne la juge pas très heureuse. En revanche, derrière son grand souci de respectabilité, d'orthodoxie et de virilité, Karl manifeste une forte réaction émotionnelle face à son comportement déviant. Très critique à l'égard de la plupart des autres, au sein de la fraternité des homosexuels, il parle avec mépris de ceux qui fréquentent les bars et les cafés de la communauté gay. Son souci de protéger son travail et sa position sociale lui fait craindre d'être identifié avec les plus voyants. Cet homme, comme une autre folle de pissotière, que j'appellerai John, n'a pas recours à un psychiatre. Même si l'un et l'autre avaient le sentiment d'être au bord d'une dépression nerveuse à l'époque des entretiens. Karl réagit en se jetant dans l'action. John, qui ne veut voir ni médecin ni psychiatre, car ils ne me changeront pas, cherche le réconfort auprès de ses amis. Ce qu'il faut noter, c'est que ces deux hommes sont fermement conservateurs, très moralisateurs, soutenant une action plus ferme de la police et une intensification de la guerre au Vietnam, parlant de façon dépréciative des Noirs. Ils sont sur la défensive, mal à l'aise vis-à-vis de leurs tendances sexuelles et semblent très désireux de maintenir leur image de respectabilité professionnelle et politique. Les gays libéraux. Il est intéressant de noter que 5 libéraux sur les 8 figurent dans l'échantillon de participants. Il est intéressant de noter que 5 libéraux sur les 8 figurant dans l'échantillon de participants entrent dans la catégorie des gays. Lorsqu'ils parlent de leur homosexualité, ces hommes paraissent mieux accepter leur propre penchant sexuel et plus désireux d'établir des relations amoureuses avec les autres. L'un d'entre eux, avec un score élevé à l'indice de libéralisme, souligne qu'il recherche un amoureux permanent parmi ses partenaires des tasses. Frenkel Brunswick a établi que ceux qui réalisent un faible score sur une échelle mesurant le degré de fascisme manifestent une fusion du sexe et du sentiment, une tendance à des relations sexuelles plus personnalisées. Mes entretiens confirment tout à fait ces découvertes du groupe d'Adorno. On peut tracer à travers l'entretien de David un parallèle intéressant entre le changement d'opinion sur la société et de nouvelles habitudes sexuelles. David. Au début, à l'université, ce qui me tracassait le plus, c'était mon attitude envers les Noirs. Certes, je croyais aux droits civiques, je veux dire différents mais égaux. Pendant la guerre, j'ai souhaité qu'on en finisse en lâchant quelques bombes atomiques. J'étais beaucoup plus orthodoxe en matière de religion que maintenant.
J'ai commencé à me sortir de tout ce bourbier de conservatisme un peu après être arrivé ici. J'ai eu toute une série d'aventures désagréables. Mon prêtre a exigé que je cesse d'être gai, ou que je renonce au sacrement. J'ai totalement cessé d'aller à l'église pendant tout l'été, et j'ai commencé à m'accepter tel que j'étais avec ma sexualité. Alors j'ai fait une rencontre, Roger. C'était une mauvaise semaine, une suite de moments sordides à la recherche d'un coup sans lendemain, à errer de tasse en tasse et de bar en bar. Avec lui, j'ai commencé toute une série de conversions religieuses et à inventer un mode de vie plein de sens. Je faisais l'expérience d'un mode de vie à moitié bohème, mais avec une peur bleue des drogues de toutes sortes. Le jour, j'avais mon travail respectable, et la nuit, je jouais mon rôle bohème, mais je n'acceptais pas la philosophie qui était derrière cette vie. C'était plutôt une façon d'avoir un certain type de sexe n'entraînant pas d'obligation. Enquêteur. Quel genre d'attitude aviez-vous alors à l'égard de votre propre orientation sexuelle? David. Strictement une attitude de collectionneur. Note. Ici, la personne interrogée se réfère à John Ritchie. Numbers. Dans ce roman, un ancien tapin s'engage dans une recherche obsédante de contacts sexuels impersonnels. J'étais le type exemplaire du client des tasses, toujours dans la rue jusqu'à 3 ou 4 heures du matin à la recherche d'un partenaire, jouant l'hétéro le jour. Je travaillais avec des hétérosexuels là-bas, au bureau, faisant de mon mieux pour qu'ils m'acceptent. Je jouais scrupuleusement le rôle du type viril, racontant des histoires dégueulasses, essayant d'avoir des rendez-vous avec des filles. J'avais un appartement plutôt conventionnel, un lit normal, canapé, chaîne hi-fi, chaise et le reste. Quant à mes idées politiques, c'était alors zéro. J'étais si préoccupé d'essayer de ne rien faire que je ne pouvais avoir une vie spirituelle valable ou une conscience sociale. C'est seulement quand j'ai rencontré Roddy que j'ai commencé à m'intéresser à qui j'étais et à ce qui se passait dans le monde. Les 3 hommes qui ont obtenu le plus haut score parmi les participants, les déviants les plus libéraux, sont ceux parmi la clientèle des tasses que je considérais comme les mieux adaptés socialement. Il faut noter à cet égard que la valeur moyenne du score des 5 hommes de l'échantillon apparié, qui déclare avoir commencé une psychothérapie, était de 23, c'est-à-dire bien au-dessus de la moyenne de l'échantillon de contrôle lui-même. Au sein de chaque échantillon, les scores les plus élevés ont été obtenus par des hommes qui recevaient une aide psychiatrique. Cela fait penser à l'hypothèse de Bay, selon laquelle mieux un individu aura su résoudre ses propres angoisses, plus il aura tendance à sympathiser avec d'autres moins avantagés que lui-même. Le style de vie caché. La cuirasse que porte le délinquant caché ne s'exprime pas seulement dans des attitudes politiques et sociales de droite. Cet homme remplit ses devoirs de mari, de père, de voisin et d'ami de façon telle qu'on ne peut douter de la respectabilité de sa vie. Le chapitre 6 a montré qu'il est susceptible de gagner plus d'argent que son homologue hétérosexuel et de travailler plus chaque semaine. Du point de vue des apparences du moins, leurs mariages sont plus calmes que ceux de l'échantillon de contrôle. Une des premières impressions que j'ai retirées de mon enquête concerne leur style de vie impeccable et tout à fait comme il faut. Les automobiles qui se regroupent autour des tasses
sont presque uniformément propres, bien lustrés, et généralement d'un modèle récent. De plus, les effets personnels et la toilette des participants sont remarquables par leur propreté. Impeccable était le mot qui revenait dans mes notes. Costume bien coupé, cravate classique, des vêtements de travail propres semblant être presque obligatoires pour fréquenter les tasses. La tenue de leur logement était frappante. Dans 50% des cas, mes notes concernaient des commentaires comme très soigné, bien entretenu, la plus belle maison ou le plus bel appartement du voisinage. Des signes particuliers me permettaient de distinguer la maison d'un interviewé de celle de son voisin. Un store neuf, une couche de peinture récente, un jardin exceptionnellement bien entretenu. Ils sont plus nombreux que dans l'échantillon de contrôle à placer le temps consacré à leur famille et leur foyer en tête de leurs intérêts dans la vie. 2 fois plus d'entre eux expriment un intérêt pour les travaux manuels, à l'exception des beaux-arts, et à l'embellissement de leur maison. 8 non-déviants expriment à travers leur ameublement ou leurs effets personnels un style bohème ou hippie, contre 4 parmi les participants. L'antipathie des déviants cachés envers les hippies est illustrée par des réactions hostiles figurant dans la rubrique Courrier des lecteurs d'un magazine homosexuel paraissant à San Francisco. La lettre suivante, adressée à ce journal après la publication d'un numéro hippie, en constitue un bon exemple. Assimiler la communauté homosexuelle à un simple complément de la mentalité hippie constitue une déformation aussi grossière que d'assimiler tous les membres de la Birch Society à des antisémites. Il y a peut-être quelques gays dans le décor de High Street. Il y a peut-être quelques cinglés dans la Birch Society. Mais dans l'ensemble, la majorité des adultes responsables dans ces deux groupes ont honte de l'image néfaste créée par quelques irresponsables. Je parle en connaissance de cause, étant à la fois homosexuel et membre de la Society, et, pour ma part, je proteste contre toute l'assimilation que votre numéro de juillet aurait pu suggérer entre l'homo et le hip. La cuirasse de vertu que porte le mâle et la folle de pissotière. Ses participants si peu autonomes est épaisse et presque aveuglante tant elle est polie. On pourrait dire du déviant caché qu'il endosse toute l'armure de Dieu. Cela est vrai presque au sens littéral. Ces orientations religieuses vont aux doctrines les plus autoritaires. 18 d'entre eux sont catholiques, et la plupart manifestent de l'indignation à l'égard des nouvelles positions prises par l'Église. Un autre est le pasteur fondamentaliste, dont j'ai déjà évoqué les opinions. Les autres n'appartiennent pas à des confessions organisées, mais ne manquent pas d'ajouter qu'ils ont de profondes convictions religieuses. Ils manifestent de l'aigreur envers la direction dans laquelle les églises s'engagent. 2 participants cachés me firent état de leur appartenance à la John Birch Society, sans qu'aucune question en ce sens ne figure dans mon guide d'entretien. Après de telles rencontres, le chercheur acquiert le sentiment que la Bible sur la table et le drapeau sur le mur sont peut-être des signes auxquels on reconnaît le vrai déviant plutôt que le bien-pensant, auxquels on reconnaît le déviant caché plutôt que le bien-pensant. 2 variables semblent entrer en interaction avec les autres caractéristiques sociales dans la détermination du style de vie et des positions sociales et politiques de n'importe quel type de déviant. D'abord, la force des sanctions attendues
puis le degré d'autonomie avec lequel on contrôle l'information. Plus le déviant s'attend à des sanctions, et moins il dispose d'autonomie. Plus la cuirasse qu'il porte dans ses actes publics sera élaborée et ajustée. Cette hypothèse peut être rapprochée de celle de Christian Bay. Dans la mesure où un individu se soucie de sa popularité, de sa carrière future, de son avenir financier et de sa réputation, etc., il se servira de ses opinions politiques non pour accomplir des desseins réels, mais pour impressionner favorablement ses groupes de référence et ses personnes de référence. À la lumière de cela, je propose d'ajouter un autre facteur à une hypothèse récente de Horowitz et Leibowitz. Tenant pour éclairante leur démonstration selon laquelle la frontière entre le déviant social et le marginal politique s'estompe, je leur suggère de préciser leur proposition en ajoutant l'expression « à découvert » pour que leur thèse soit plus soutenable. En effet, de plus en plus de témoignages permettent d'établir que les déviants sociaux les plus déclarés, autonomes, homosexuels et autres, sont en train de devenir des déviants politiques. Toutefois, pour la grande majorité, c'est-à-dire les déviants cachés, la cuirasse remplace presque les armes offensives de l'activité politique la plus conservatrice. N'ayant pas fait d'enquête auprès d'autres types de marginaux dans notre société que les homosexuels, j'invoquerai la littérature sur le sujet et mes 10 ans d'expérience pastorale pour appliquer mon hypothèse à cette population. Je me souviens de ces années de perplexité devant l'étonnante respectabilité que manifestait, dans leur vie publique, une grande nombre de ceux qui avaient recours à mon assistance pastorale. Les innombrables alcooliques, avec leur appartement superbement entretenu et leur maison impeccable. Les hommes d'affaires, hautement respectables, arrêtés dans les tasses. Les ecclésiastiques les plus orthodoxes, avec leur vie sexuelle peu canonique. Dans une certaine paroisse, 3 de mes fidèles étaient membres actifs de la John Birch Society. Le premier buvait en cachette et battait sa femme. Le deuxième était un habitué des tasses, et le troisième volait régulièrement son employeur. Je présente ces exemples, qui, sous forme de cas isolés, ne prouvent rien, pour souligner qu'à mon avis, l'alcoolique secret, le fraudeur, le client des tasses peuvent apparaître chacun à ses voisins comme l'exemple même de la bienséance et le meilleur des citoyens. Rien n'interdit de penser que l'un ou l'autre seront un entrepreneur moral occupant des fonctions dans la brigade des mœurs ou dirigeant la ligue locale pour une littérature décente. À la maison, le chef mafioso est la personnification de la respectabilité. Un tendre mari, un père attentif et habituellement tempérant et, pour son église, un fidèle régulier. Des siècles d'expérience de déviance secrète ont appris à la mafia à intégrer la cuirasse de vertu dans son code de conduite. Les déviants ne peuvent se permettre d'être différents que lorsqu'ils ont atteint une certaine autonomie, quand le contrôle de l'information pose moins de problèmes.